Tranche de couple, les histoires et le monde vitaminé de Guillaume et Max, saison 3. Bonjour, bonsoir, nous sommes Max et Guillaume et on vous souhaite la bienvenue pour ce 21e épisode de la saison 3 de Tranche de couple. Épisode qu'on a choisi d'intituler God Save the Queen. Comme d'habitude, on vous invite à vous abonner à ce podcast pour être notifié des nouveaux épisodes diffusés le lundi tous les 15 jours. Et entre-temps, comme d'habitude aussi, on se retrouve sur notre page Facebook, notre compte Twitter, toujours Tranche de couple, comme le nom du podcast, ou par email, tranche le chiffre 2 couple@gmail.com. Enfin, un mot à seul, partagez sur vos réseaux sociaux, à vos proches, à toutes celles et à tous ceux qui sont susceptibles d'être intéressés par le podcast. On raconte beaucoup de bêtises, mais on raconte aussi quelques petites choses qui peuvent éventuellement être intéressantes si on s'intéresse un peu à l'actualité, au monde ou à la vie de couple. Alors surtout, n'hésitez pas. Enfin, quand je dis qu'on raconte des bêtises, Max me regarde avec des gros yeux, c'est surtout Max qui raconte des bêtises, c'est ça que tu veux dire ? Forcément. Ouais, On voulait quand même célébrer une petite étape. Non ? On y va encore, hein. On n'est pas à 4000 ? Non. Eh ben partagez alors, bordel. Ça nous permettra donc de continuer à accroître la visibilité de ce podcast et aussi à garder la motivation pour vous proposer cette petite tranche de nos vies tous les 15 jours. D'ailleurs, à ce sujet, on espère pour le prochain podcast pouvoir célébrer avec vous, on ne sait pas encore trop comment, mais on vous offrira un verre à long terme, les 4000 écoutes. On s'en rapproche, je crois que là au jour d'aujourd'hui, le 5 juin, il nous reste... ça va, on n'est pas à Sciences Po, on a le droit de mettre au jour d'aujourd'hui. J'ai le droit de mettre au jour d'aujourd'hui dans mes introductions si j'ai envie. On est à 3997. Voilà, c'est ça. Donc plus que 3 écoutes et on passe à 3 téléchargements. Mais on espère que ce sera quand même des écoutes, pas seulement des téléchargements. Attention, on vous surveille. 3 écoutes pour passer la barre des 4000. Et ben nous, ça nous motive vachement en fait tout ça, hein, Max. Ouais. Et d'ailleurs, nos 2 derniers épisodes sont vachement extra topical. Le Europodcast et le Pride Podcast. Donc n'hésitez vraiment pas à les partager à ceux que ça pourrait intéresser. Tout à fait, merci Max. Et alors, God Save the Queen, aujourd'hui, on va commencer avec un sujet à propos de The One and Only, the Queen Elizabeth II. Ah, elle est pas morte ? Oh, tu sors par la fenêtre. Vous avez vu comme il est ? Ouais, bah non, mais je croyais... Voilà. Queen's Platinum Jubilee. Retour aujourd'hui sur la personnalité d'Elisabeth II et question sur la monarchie britannique. Aujourd'hui, un sujet que nous n'avons pas dans mes souvenirs encore couvert dans ce podcast, bien malgré nous, puisque c'est une icône, notamment pour la communauté gay. Enfin, un sujet, disons plutôt une majesté, la reine Elizabeth Alexandra Mary Windsor, aka Elizabeth la deuxième. Au pouvoir, notion toute relative dans la monarchie britannique, depuis maintenant 70 ans, 70 ans, on a fêté ce week-end la fin de son Platinum Jubilee, ou jubilé de platine, à grand renfort de parades au sol et dans les airs, de saluts au balcon, de mimiques des princes et princesses, d'illuminations, de concerts, de pique-niques champêtres aux 4 coins du Royaume-Uni et du Commonwealth. Des festivités grandioses à l'image que l'on se fait de la monarchie britannique, qui sont aussi l'occasion de leur lot de controverses. Une pause bienvenue pour le Premier ministre Boris Johnson, empêtré dans des scandales à répétition, et notamment pour avoir, au plus fort de la pandémie, organisé de petites ou grandes sauteries au sein même de ses appartements ou de ses bureaux au 10 Downing Street, allant ainsi contre toutes les règles établies. Que lui-même avait établi d'ailleurs. Absolument, c'est ça. Je crois qu'il a récemment d'ailleurs été condamné pour ça à une amende. Voilà, en termes de probité publique, je crois qu'on peut avoir des leçons à recevoir de certaines personnes, mais certainement pas des Britanniques. C'est pas terminé, hein, parce que le Parlement va devoir se prononcer, donc il n'est pas exclu qu'il y ait encore des suites. Tout à fait. On sent que la guerre de succession est déjà partie. Le public d'ailleurs ne s'est pas privé de le huer à son arrivée pour le service religieux à Saint-Paul vendredi, car oui, la reine Elisabeth est aussi gouverneure suprême de l'Église d'Angleterre. Elle-même, malheureusement, était absente. On sait que depuis l'année dernière, elle a passé une nuit à l'hôpital au mois d'octobre. Elle est moins en forme. Elle marche avec une canne. Voilà, on rappelle qu'elle a quand même 96 ans. On voudrait bien avoir sa verve et son humour quand on aura 96 ans. Donc elle était là pour le premier jour, les parades, mais elle n'était pas là pour les festivités suivantes. Elle s'est montrée 2 fois au balcon quand même. Elle s'est montrée tout à fait 2 fois au balcon. Et donc, tout ça pour dire que ce service religieux auquel elle n'a pas assisté, elle l'a assisté à la télé, comme pour le concert qui a suivi hier soir, samedi. Elle les a regardés depuis sa télé au château de Windsor. Ces festivités du
Platinum Jubilees ont été également l'occasion, comme pour la cérémonie d'ouverture des JO de 2012, de voir une petite touche Made in the Queen d'humour bien anglais. Au début du concert, hier soir samedi donc, une vidéo de la reine a été diffusée, Sa Majesté prenant le thé avec nul autre que l'ours Paddington. Et nous dévoilant une habitude qu'elle aurait, qui est d'avoir toujours une tartine de confiture dans son sac. Après tout, on a tous une tartine de confiture dans nos sacs, c'est bien connu. Non, mais toi, tu regardes pas, c'est Paddington en fait. Il a toujours son petit sandwich. C'était une petite blagounette. Oui, tout à fait, mais elle aussi du coup. Mais on a tous nos sandwichs dans nos sacs. Quelle icône quand même. On rappelle aussi que la reine, je parle, Paddington aussi dans un sens, mais bref. On rappelle aussi que pour les Anglais, ça a été l'occasion d'une autre controverse qui était que nos amis tellement anglais, tellement productifs, ont eu droit à 2 jours de congé, jeudi et vendredi dernier, en l'honneur du Jubilee. Pas très contents les patrons de la City, évidemment, parce que ça fait 2 jours de productivité en moins pour leurs salariés, donc petite controverse là-dessus. Mais bon, après tout, la monarchie en Angleterre en particulier, on l'aime ou on la quitte et on quitte le Royaume-Uni. C'est à peu près ça. Oui, mais ceux qui l'ont quitté étaient revenus quand même pour l'occasion. Absolument, beau, très beau jump de Max pour rappeler que le prince Harry et Meghan Markle ont fait un retour sur la scène royale anglaise, très discret mais très élégant. Ils ont été, eux, contrairement à Boris Johnson qui a été hué, chaleureusement applaudi à leur arrivée à Saint-Paul, et surtout quelque chose de très important, c'est qui est que ils sont entrés dans la cathédrale juste avant William et le prince Charles dans l'ordre, ce qui montre quand même qu'on leur réserve une place qui est la leur, une place importante quand ils reviennent sur la scène. Et la reine, une des raisons pour lesquelles ils nous avaient fait tout leur caprice de queen finalement ces dernières années, c'est qu'ils avaient perdu la possibilité de disposer du service de sécurité pour la famille royale, puisque on rappelle que suite à différents scandales, donc celui de Harry et Meghan, mais aussi celui du prince Andrew, empêtré dans une affaire de scandale sexuel lié notamment à Harvey Weinstein, la reine d'Angleterre, Elisabeth, pour les intimes, avait décidé de recentrer les activités de la famille royale sur un nombre limité de membres, dont étaient exclus donc de fait le prince Andrew, Harry, Meghan et un certain nombre d'autres membres qui jusque-là avaient des activités connexes. Bref, cette reine, quelle icône quand même. On a vraiment pas hâte d'arriver à sa succession, pour être honnête, parce que à 70 ans passés, on voit mal comment le prince Charles pourrait ne serait-ce que lui arriver à la cheville. Il n'a pas non plus un charisme fou, on va pas se mentir, mais peut-être que ce ne sera qu'un règne de transition pour éviter de se coltiner le couronnement de William quand il aura 60 balais. Déjà qu'il n'a plus beaucoup de cheveux, mais si on doit en plus couronner un roi d'Anglais chauve, wait and see and God save the Queen. Avant que God Save the King. C'est ça. Et d'une queen à l'autre, Max, tu nous amènes chez une autre reine qui est la reine du Danemark. Oui, effectivement, même si on ne va pas parler de la reine du Danemark, la transition est bien là, effectivement. Et pourquoi donc On va quand même vous donner des éléments de contexte. C'est qu'on a découvert au moment où on enregistrait l'introduction du podcast qu'on n'avait pas de titre. Donc ce titre vient de sortir de mon imagination débridée, n'est-ce pas? Donc maintenant, je tire le fil de ce titre jusqu'au bout. Une vraie princesse. T'as vu, hein? Alors pourquoi le Danemark ? Eh bien parce que le 1er juin dernier, le Danemark a levé par un vote son opt-out en matière de politique de défense et de sécurité de l'Union européenne. Opt-out ? C'est un peu comme l'APFU. C'est un peu ça. Alors qu'est-ce que c'est ? D'où ça vient ? Voilà, on s'est dit que ce référendum, c'était une bonne occasion de faire le point sur une disposition un petit peu particulière des traités qui permet à un État membre de ne pas appliquer certaines dispositions de la coopération européenne, sous réserve que les autres soient d'accord, bien sûr. Et on parle d'opt-out, c'est-à-dire de la possibilité volontairement de se mettre en retrait de certaines dispositions. Dans le cas du Danemark, ceci remonte à 1992 pour nos amis belges, lorsque la population danoise a rejeté le traité de Maastricht. Alors, le traité de Maastricht, c'est un traité extrêmement important. Tous ceux qui ont fait un peu d'histoire de l'Union européenne le savent. Maastricht ? Voilà, une petite ville en Pays-Bas. Ce traité représentait une avancée significative dans l'intégration européenne, avec des changements dans la manière dont l'Union européenne fonctionnait, en l'organisant autour de 3 piliers. Tout d'abord, les politiques européennes. Deuxième pilier, justice et affaires intérieures. Et troisième pilier, la politique de sécurité et de défense commune. Alors,
Dans les grandes décisions de ce traité, c'est en particulier la création d'une monnaie unique, l'euro, étendre les compétences des politiques communautaires dans des domaines comme l'environnement, l'industrie et la politique de cohésion. Et puis en termes de gouvernance, on en a parlé déjà, je pense, dans le passé, je ne me souviens plus quel épisode, mais ce traité a donné au Parlement européen le pouvoir de co-législateur avec les États, avec le Conseil, avec les représentants des États. Enfin, le traité de Maastricht a formellement créé le statut de citoyen européen. Alors beaucoup d'avancées majeures donc pour l'intégration européenne et le rejet du Danemark de ce traité par référendum, que la France, je rappelle, avait accepté avec une très faible majorité, on a eu chaud, était un vrai problème. Alors au terme de négociations avec les 11 autres États membres, oui à l'époque l'Union européenne ne comptait que 12 États membres, c'était un peu plus simple, l'accord d'Édimbourg est adopté et il établit 4 opt-out. Le premier en matière monétaire, le Danemark n'adopte pas l'euro, le Danemark va garder la couronne danoise comme monnaie nationale et ne Quand on vous parlait de Queen, vous avez vu, elle est toujours pas loin. Hein. Et ne participe pas aux décisions monétaires. En matière de justice et affaires intérieures, donc le deuxième pilier, le Danemark n'applique pas les règles européennes et ne participe en matière judiciaire que lorsque les règles sont adoptées par le gouvernement. Ainsi, les lois européennes concernant, par exemple, le divorce entre citoyens de 2 pays ou les standards d'asile ne s'appliquent pas automatiquement. Troisièmement, en matière de sécurité et de défense, compte tenu de cet opt-out, le Danemark ne participe pas à la prise de décision et au développement des politiques de sécurité et de défense de l'Union européenne, ne prend pas part aux différentes activités afférentes comme les missions opérations de la politique de sécurité et de défense commune, la coopération en matière de développement des capacités militaires dans le cadre de l'Agence européenne de défense ou encore la coopération structurée permanente, établie plus tard par le traité de Lisbonne. Et dernier opt-out, celui de la citoyenneté européenne. Le Danemark a refusé que la citoyenneté danoise soit remplacée par une citoyenneté européenne. Et en fait, cet opt-out est devenu finalement redondant après l'adoption du traité d'Amsterdam en 1997, qui clarifie que la citoyenneté européenne ne vient qu'en complément de la citoyenneté nationale, ce qui fait que ce quatrième opt-out, en réalité, il est aujourd'hui nul. Alors le Danemark avait voté déjà 2 fois concernant les opt-outs et malheureusement pas avec beaucoup de succès. En 2000 sur la participation de l'euro, une majorité de Danois a voulu conserver la couronne danoise et en 2015 pour apporter de la flexibilité en matière de justice et affaires intérieures, l'idée c'était de passer d'un opt-out à un opt-in pour permettre au Danemark de choisir quelles règles il souhaitait appliquer. Mais là encore sans succès. Alors en 2022, le vote qui était motivé par l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la volonté de renforcer les coopérations en matière de sécurité et de défense n'était donc pas acquis. Mais au bilan, au 1er juin 2022, 67% des Danois ont voté pour abolir l'opt-out en matière de sécurité et de défense, ce qui est tout à la fois historique et un soutien extrêmement clair. Alors concrètement, le Danemark va maintenant notifier aux États membres la levée de son opt-out une fois que le Parlement aura adopté l'instrument juridique qui lui permettra de le faire. Et la Première ministre danoise a annoncé qu'elle avait l'intention que, en gros, l'opt-out soit levé à partir du 1er juillet. Le Danemark pourra ensuite décider dans le détail s'il souhaite s'investir dans les différentes opérations et missions de la PSDC, rejoindre les coopérations au sein de l'Agence européenne de défense ou encore rejoindre la coopération structurée permanente. Ça se fera dans les prochains mois. Donc c'est une décision marquante parce qu'elle vient effectivement en parallèle de l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN, qui est maintenant en cours. Donc, au bilan, l'invasion russe de l'Ukraine aura eu des effets majeurs sur l'architecture de sécurité européenne, et ça, c'est vraiment étonnant. Rappelle-moi, c'était quoi le problème de Poutine au début, quand il a envahi l'Ukraine ? L'OTAN qui s'agrandissait, tout ça. Qui se rapprochait de ses frontières, c'est ça ? Oui, c'est ça. Champion du monde. Et on peut peut-être espérer aussi que ce vote positif au Danemark est peut-être un pas vers une réduction du nombre d'opt-out. Pour mémoire, le Royaume-Uni en avait 4, et les autres États membres qui en ont sont l'Irlande, qui en a 2 concernant Schengen et le domaine liberté, sécurité, justice, et la Pologne, n'oublions pas, qui avait fait un opt-out sur la charte des droits fondamentaux. Et, oui. Okay. Et on avait accepté ça. Oui. Et ça s'était passé comment ? Bon, ça fera peut-être l'objet d'un autre... On pourra peut-être y revenir, mais... On pourra peut-être y revenir, mais je suis
Je suis choqué qu'en fait, on aurait dû s'y attendre à ce qui se passe aujourd'hui en Pologne. C'est fou. Mais en même temps, les Royaumes-Unis aussi avaient un opt-out en matière de charte des droits fondamentaux. Donc, à partir du moment où le prérequis, enfin, tu vois, les choses sont établies déjà pour un État membre, c'est difficile de le refuser pour un autre. Ouais, bon, bah écoute, merci Max pour ce super moment sur l'opt-out du Danemark qui est dirigé par on espère que vous aurez Margaret de Danemark. On espère que vous aurez appris des choses. Tout à fait. On passe à une autre reine, Guillaume. Eh ben oui, d'une reine Elisabeth à l'autre, nous allons je vais vous parler lors de mon point de belgitude, une fois n'est pas coutume, de culture cette fois. Puisqu'on va parler du concours international Reine Elisabeth. Pas la même que celle dont on a parlé en début de podcast, histoire de simplifier les choses. Ce concours est une véritable institution en Belgique, on en a déjà parlé, c'est un événement de grand renom au niveau international. Chaque année se succèdent en alternance les violonistes, des pianistes, des violoncellistes et des chanteurs. Nous avions noté l'an dernier les belles premières et deuxième places de 2 élèves de la chapelle musicale Reine Elisabeth. On parle de la même reine que celle du concours, mais pas du concours. Vous suivez, j'imagine, hein, Max, t'as suivi, c'est bon? Oui, j'ai compris surtout que c'était pas la Reine Elisabeth I. Non, c'est ça. Une autre. Si, c'est la Reine Elisabeth I de Belgique, quoi. Bref, on parlait donc de Jonathan Fournel et Sergei Redkin. Et cette année, la compétition était consacrée, puisqu'elle s'est achevée hier aussi, au violoncelle, sur un palmarès récompensant la coréenne Ha-Young Choi. Non classée mais finaliste, la belge Stéphanie Wang, par ailleurs élève de Gary Hoffman à la chapelle musicale, elle aussi Reine Elisabeth, a remporté le prix Musique 3 et le prix ainsi que les chœurs du public. C'est bon, vous suivez ? Ouais, ça devient compliqué quand même. J'ai juste dit qu'on avait couronné, le concours avait couronné une coréenne. Enfin, je veux dire, c'est une reine comme une autre. Big up cette année encore à mes anciens collègues de la chapelle et à Oleksiy Chadrin, violoncelliste ukrainien classé 4e hier soir par le jury et qui a pu sortir de son pays, envahi le 24 février, on le rappelle, par la Russie, pour pouvoir malgré tout le représenter brillamment dans cette compétition. Chaque année, cette grande compétition est largement commentée sur la plupart des grands médias du plat pays, autant francophones que les néerlandophones. On peut suivre les épreuves en direct, en flagey ou à Beaux-Arts, ou même en ligne, mais aussi à la télévision, via la RTBF et la VRT pour la Flandre, et ce, chaque année. Y compris en soirée où ils s'arrangent toujours pour avoir une chaîne de leur réseau qui diffuse ces épreuves. Bref, beaucoup d'engouement autour d'un événement et de la musique classique qu'on aimerait retrouver aussi en France, où on doit se contenter pour l'instant d'opéra, souvent en deuxième partie de soirée, sauf sur Arte dans le meilleur des cas, parfois des concerts en pleine nuit sur France Télévisions. Un vœu pieux, peut-être, mais bon, après tout, c'est Pentecôte, et si jamais l'Esprit Saint pouvait descendre sur les programmateurs de médias français, je croise les doigts. Merci Guillaume, et on passe du coup à la rubrique vie de couple. Et là, c'est un peu comme la reine, on a enfin accouché d'une cousinade. Mon Dieu, cette cousinade, oui, ça fait quand même 3 ans qu'on travaillait dessus. Eh oui, 2 reports, et enfin, elle a eu lieu, et du coup, on était quand même super ravis. Oui, t'as fait un rapport entre la reine, l'accouchement et la cousinade ? Ouais, aucun rapport. Fils unique. C'est ça, mais donc voilà, on a... Ouais, attends, j'essaie de faire le fil rouge là. Ouais, non, c'était pas simple. Hein. Ouais, on y met du cœur. On y met tout notre cœur. Voilà, si vous voyez des propositions pour la prochaine fois, on prend. Hein. Oui. Mais enfin, bref, après 3 ans et 2 reports, merci Covid, on a enfin pu faire cette cousinade côté Max qu'on attendait tant. Je crois qu'on vous en avait parlé plusieurs fois, à chaque fois justement qu'on avait dû reporter. Et donc c'était quand même super chouette de se retrouver. Oui, on va pas se mentir, c'était vraiment top. Hein. Ouais, mais on est bien content que ce soit terminé quand même. C'est quand même fatigant. Alors après, nous, on faisait partie de la petite équipe qui s'occupait d'organiser. On a beaucoup aussi délégué aux cousins en Flandre qui ont fait pas mal de choses, notamment pour tout ce qui est logistique, et on les remercie ici très sincèrement. En tout cas, ça nous permet peut-être d'aborder l'importance, partager plutôt que déléguer, hein. Pour nous de nous impliquer de temps en temps dans les activités communes. On a partagé, oui, certes. Contrairement à la reine qui, elle, ne partage pas son pouvoir. Oui, c'est bien de pouvoir aimer se retrouver, aimer faire des choses, mais je pense que notre caractère conjoint est aussi de pouvoir faire ensemble. Alors, autant Guillaume et moi, on sait qu'on serait probablement très mauvais à travailler ensemble, autant sur des choses de ce type-là, on est content de s'engager l'un à côté de l'autre pour faire des petites choses et concourir à un objectif qui nous motive. Tout à fait.
On a fait pas mal de petites choses ensemble. On a fait des rassemblements scouts, on a fait des rassemblements de thésée, on a fait cette cousinade. Bon, c'est aussi l'occasion de se prendre le bec. On reviendra un peu dans le point d'après, mais c'est aussi des chouettes moments qu'on passe ensemble, de vivre ça ensemble, travailler sur un objectif commun, râler ensemble, être fatigué ensemble. Et Dieu sait si Max sait comme je suis insupportable quand je suis fatigué. Je confirme. Et si vous connaissez Guillaume, je pense que vous pouvez confirmer aussi que Guillaume, quand il est fatigué, il ne faut pas l'emmerder. Non, c'est ça. Voilà, mais c'est vrai que ça motive quand même de faire effectivement Et puis, dans un couple, je pense que pouvoir faire des choses ensemble, c'est aussi super important parce qu'on vit de belles choses en fait. Mais on a tous besoin de notre jardin secret, de nos petites activités de notre côté, d'être épanouis. Mais c'est aussi une des choses qui nous permettent de faire des choses ensemble, de vivre notre couple. Oh, c'est beau. T'as vu, hein. Et puis en plus, là, il faut dire aussi que c'est sympa parce que c'était la famille et que après 2 ans de Covid, il y avait beaucoup de gens qu'on n'avait pas vus. Qui est de leur famille. Et du coup, c'était aussi vraiment super chouette de pouvoir passer 3 jours ensemble et de voir des gens qu'on n'avait pas vus depuis super longtemps, de découvrir de nouvelles personnes et puis de revoir aussi peut-être des cousins qu'on n'avait pas vus depuis des années. Voilà, un de mes cousins et sa femme ont fait le voyage depuis la Nouvelle-Calédonie. Alors, ils venaient pour d'autres choses en Europe, mais ils nous ont rejoints dans le fin fond de la Bourgogne. Très joli, très joli. Baigneux-les-Juifs, si jamais vous passez dans le coin. Très très joli petit village. Il y a plein de petits villages sympas dans cette région. Entre Dijon et Troyes. Exactement. Et on s'est retrouvés aussi tous autour de la bonne bouffe et puis de bons breuvages aussi. Je crois qu'il n'y a que des bons vivants dans cette famille. Ça s'est vu, d'ailleurs. Voilà, maintenant il va falloir il restait plus grand chose retourner au sport. Oh my god, retourner au sport. Pas la motivation du siècle là. Ça c'est encore un truc qu'on aime bien faire ensemble. Enfin, de temps en temps. Enfin, quand on est motivé. Parfois, on arrive à se motiver l'un l'autre. Ça, on vous en a déjà parlé. Là, en ce moment, on est plutôt en train de se démotiver l'un l'autre. Enfin, en tout cas, on n'est pas motivé, donc on ne se pousse pas pour y aller. Il faut dire, vous l'avez peut-être entendu, mais il pleut. Et donc, autant je m'étais dit que ce serait une bonne occasion d'aller faire du sport, autant là, ressortir sous la pluie. Ah, tiens, d'ailleurs, on pourrait parler de notre hamac. Ah ouais. Au bout de 2 ans dans la maison, on avait un hamac qui était installable, que nous avaient laissé les anciens propriétaires, installable sur la terrasse. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais pu le faire parce que la terrasse n'était pas vraiment aménagée pour. Et hier, pour la première fois, on a sorti le hamac. Alors, il va peut-être falloir qu'on change le hamac parce que c'est pas confort. Mais on a sorti pour la première fois notre hamac. Je vous mettrai une photo de mes doigts de pied en éventail, n'est-ce pas, sur la terrasse avec le hamac. C'était bien, hein. Ah, c'était bien. C'était bien, mais effectivement. Alors d'abord, on peut pas aller à 2 dans ce hamac, ça c'est quand même un vrai problème. Déjà tout seul, il faut quand même le dire. Et puis quand on est dans le hamac, c'est pas très 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 confort. Alors deuxième sujet, Guillaume, que tu voulais aborder. Oui. Deuxième sujet que je voulais aborder. Et là, c'est à nouveau un sujet que on a emprunté à nos amis de WeBloom. Claire et Anthony, si vous nous entendez, big up. Parce que, on va peut-être le rappeler, mais nous sommes abonnés à la newsletter qui sort chaque semaine de WeBloom et qui vous donne de super questions sur votre vie de couple et qui vous permet un petit peu de prendre du recul. Votre vie à 2, votre préparation si vous vous préparez à vous engager d'une façon ou d'une autre. C'est plein de petits conseils intéressants et de questions à se poser. En plus de si vous participez, si vous faites des sessions avec eux, vous aurez droit à un super livret. Mais voilà, ça permet d'aborder des questions auxquelles on ne pense pas forcément. Et donc aujourd'hui, on va parler de situations dans lesquelles le fameux compromis dont on vous parle beaucoup, qui fait tout selon nous dans la vie de couple, mais ne doit pas en fait toujours tout faire en vrai. Aujourd'hui, soyons d'accord de ne pas être d'accord.
Alors, quelques exemples que eux ont donnés qui ne sont pas forcément les nôtres, mais l'un veut partir en vacances d'été à la montagne et l'autre à la mer. Oh, tu me diras, ça pourrait bien nous... Ça pourrait être nous. L'un veut partager... L'un veut un chat. Et l'autre veut un chien. Et l'autre veut un chien, voilà, ça c'est nous aussi. L'un veut réduire ses émissions de CO2, l'autre rêve d'un 4x4 Jeep. Ça, c'est pas vraiment nous. L'un veut tout partager, l'autre veut garder son plat. C'est pas vraiment nous, ça non plus. Ça peut être sur un dessert. L'un dit qu'il veut pas de dessert, alors qu'en fait, il veut partager le dessert de l'autre. Ah, t'as raison, Max me fait souvent le coup. Voilà, ça, pour ceux qui nous connaissent, je ne dis rien, mais ça vous savez que ça a pu arriver dans l'autre aussi. Sens. C'est faux, c'est une you are fake news. Bref, ne pas... nous, Guillaume adore goûter mes plats, mes drinks et tout ça. Hein, Guillaume? Mais je suis ton goûteur officiel, oui, comme le ça. goûteur des Cléopâtres dans Astérix et Obélix. Et un peu de sucre en poudre? Non. Oui. Bon, les plus anciens ou les plus culturés connaîtront cette référence au dessin animé d'Astérix et Cléopâtre. Cette fois-ci, on n'est pas sur le film pour une fois. Pour une fois. Mais bon, voilà, on apprend aussi à faire des concessions. Alors, en l'occurrence, chien-chat, ça risque de... Pour l'instant, la concession, c'est... on n'est pas d'accord, mais du coup, il se passe rien. C'est pas faux. C'est pas faux, hein? On est d'accord. L'un veut aller en vacances d'été à la montagne, l'autre à la mer. On va faire les deux. On est plutôt comme ça, nous. Du coup, on va essayer de faire les deux si on peut. Ça tombe bien, la famille de Max est plutôt à la mer et ma famille est plutôt dans des endroits plus reculés, voire un peu montagne des fois. Colline. Ouais. Grosse colline, haute colline. Haute colline, voilà, on va dire ça comme ça. Le fin fond de l'Aveyron, c'est quand même des bonnes collines de vainqueurs. Hein. Oui. Bon, après, c'est pas quand même non plus des montagnes. Hein. On va pas en faire des montagnes, mais... Oh, c'est beau, c'est beau. Faudrait qu'on arrive à caser une référence Queen, là, non? On n'a pas... Enfin, je veux dire, on parle de nous, donc on sait que les Queens sont jamais très loin, mais... Arrête de faire ta princesse. Voilà, ça marche tout le temps. Ça c'est fait, bim, prends ça. Parfois, c'est un peu le concours de qui est la plus grande princesse entre nous deux. Tout n'est pas qu'une question de taille, mon amour. On l'a déjà dit. Enfin, bref. Tu veux dire la plus grosse princesse? Oui, celle-là, je propose qu'on laisse... Non, tu vas pas la couper, on va la laisser. Vous avez tous entendu. Je vous laisse tirer vos conclusions. On part un peu en cacahuète, mais on se bien aussi, il faut se lâcher de temps en temps. Oh mon Dieu. Et enfin bref, tous ces questionnements qu'on se... Je te rappelle que c'est moi qui fais le montage. Hein. Oui, mais je te remercie, c'est gentil. Mais tu es prié de... S'il le laisse pas, je vous préviens, je le mettrai sur Twitter. C'est moi qui gère le compte Twitter. Oh, la menace à peine voilée. Ah, pas du tout. Ce n'est pas une menace, c'est un constat d'étape peu ultérieur. Enfin bref, ça nous rappelle qu'un couple, par définition, ce sont deux personnes, deux individualités, deux caractères, enfin aussi surtout chez nous, pour ceux qui nous connaissent, deux façons de voir certaines choses différentes et que c'est OK, c'est bien comme ça. On n'est pas d'accord sur tout d'ailleurs. La façon de gérer la maison chez nous, de ranger la vaisselle, de ranger les vêtements, de gérer le GPS dans la voiture ou de conduire. Quand on conduit. Sent, Guillaume, que tu as besoin d'en parler. Le conducteur est celui qui prend les décisions. Le côté passager il peut donner des conseils au conducteur et s'accrocher. Voilà. Et ça marche dans les deux sens. Parfois, on veut donner des conseils à l'autre, mais on le donne sur un ton qui n'est pas forcément le bon ton, et puis l'autre veut faire autrement. Mais c'est pas grave, c'est OK. Par contre, il ne faut pas que celui qui est assis côté passager, ça peut être autant moi que Max. Hein. Je prends ma part de responsabilité ici, même si c'est plus souvent Max. Mais quelle mauvaise foi. Vous voyez quand même, ça c'est bon, hein, la mauvaise foi dans le couple. Il n'y a pas de problème. Hein. En bref, soyez d'accord de ne pas être d'accord. Le canoë, okay. Tout ça. Là, le canoë, c'est plus compliqué. C'est un exemple intéressant de la coordination et de là, pour le coup, il faut se mettre d'accord parce que sinon, tu coules. Canoë ou tandem, quoi. C'est... Bon, ça va, tandem, c'est celui de devant qui fait tout. Canoë, c'est celui de derrière qui fait. On vous encourage à faire une petite session de canoë quand vous avez besoin de vous coordonner. Ça, pour le coup, on vous en parle depuis le début de ce podcast, depuis 3 ans maintenant, et on le maintient. Faites une session de canoë à deux, c'est la meilleure thérapie de couple. Enfin, c'est la meilleure façon de voir où vous en êtes, de faire le point. Faites peut-être le point rapido savant pour être sûr qu'il n'y a pas d'autre chose cachée. Mais... Donc, comme disait Guillaume, vous avez le droit d'avoir des personnalités et des points de vue différents. L'essentiel, c'est de communiquer avec votre moitié, d'être d'accord avec nous. Avoir un esprit, voilà, un esprit ouvert pour reconnaître que l'autre peut voir des choses que vous n'aviez pas vues, et éviter de surinterpréter. Si votre conjoint est un peu de mauvaise foi, bon courage.
Je vis ça au quotidien. Et, et surtout, on vous rappelle, essayez de ne pas vous endormir en étant fâché avec votre conjoint. Tout à fait. Merci Max pour cette rubrique. Et puis, on va passer tranquillement à la dernière. Aujourd'hui, dans la rubrique Geek, on vous demande d'imaginer, vous savez, ces petites statues de la reine Elisabeth qui salue avec sa main, là. Max va vous parler d'une innovation liée à la main. Alors, pas forcément celle de la reine Elisabeth, parce que je doute qu'elle ait l'âge encore de faire ça, mais Max, tu vas nous parler d'une puce. On est un peu dans Minority Report, là. Et oui, on voulait vous parler d'une innovation qui interroge, payer avec sa main. Alors, l'idée, c'est qu'on vous implante une puce sous la peau, de la taille d'un grain de riz, qui fait un peu moins d'1 gramme, et après, vous pouvez payer sans plus avoir besoin ni de votre smartphone, ni de votre carte de crédit. Le rêve pour certains, un cauchemar pour d'autres. Alors, la première fois qu'on a mis une puce comme ça dans la peau de quelqu'un, c'était en 1998 au Royaume-Uni. Et quasiment 25 ans après, une entreprise, Walletmore, a déjà 500 clients. Voilà, donc c'est une réalité. Je ne sais pas si ça fait rêver quand même. Hein. L'idée, c'est qu'avec ce type de puce, en fait, c'est la simple continuation de la puce RFID qu'on a dans nos cartes de crédit, ou alors lorsqu'on puce les animaux. Ce qui fait déjà un peu moins rêver. Mais ça soulève aussi des questions d'ordre éthique ou philosophique. Quelle est la limite aux informations qui sont contenues dans la puce ? Tu parlais de Minority Report. Voilà, on sait qu'en Chine, les gens sont... Il y a des social scores, il y a des scores selon votre la manière dont vous vous comportez au quotidien. Vous êtes souriez, vous êtes filmé, vous êtes pisté, vous êtes suivi. Et donc, on peut aussi se demander quels sont les risques de nouvelles formes de contrôle, de manipulation ou d'oppression, dès lors que, en fait, chaque individu serait pucé, et probablement que ça pourrait aller au-delà des simples informations bancaires. Parce que à ce stade-là, pourquoi, pour des raisons, on va dire, de praticité, il n'y aurait pas vos données d'identification nationale, vos informations médicales, parce que si jamais vous avez un accident et que vous n'avez pas... voilà, tout est plus simple, mais bon, tout est aussi plus compliqué ou peut risquer de l'être. Donc au final, c'est vraiment une question, est-ce que notre liberté est en danger seulement pour quelques secondes gagnées à la caisse du supermarché ? Voilà, clairement, c'est le choix de chacun, mais de mon côté, je suis pas prêt à me faire pucer. Non, mais je suis d'accord avec toi. Là, ça interroge, mais voilà, on vous laisse nous dire sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou sur Twitter, ce que vous pensez de cette innovation, n'est-ce pas ? En tout cas, nous, elle nous questionne. Rien à voir avec la reine pour le coup. Là, j'ai pas réussi à vraiment tirer le fil, si ce n'est qu'on a parlé du Royaume-Uni. Ah, si, on a parlé du Royaume-Uni. God save the Queen. Et ben voilà, c'est ça. Encore ces Britons. Et voilà, c'est déjà la fin de ce 21e épisode. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez toujours pas à le faire découvrir autour de vous, à mettre une note et un commentaire, et puis aidez-nous à le partager, soit sur les réseaux sociaux avec un pouce, un like ou un repartage, soit aussi en envoyant cet épisode à telle ou telle personne que vous pensez que ça... Et souvenez-vous, les 4000. Ça fait penser à une série, ça, non ? Il y a une série qui s'appelle 4000 ou un truc comme ça. Ouais. C'est pas les 100, les 300, je sais plus. 4900. Enfin bon, cet épisode est diffusé le lundi tous les 15 jours, ou le dimanche soir pour ceux qui nous suivent et qui veulent l'écouter tout de suite. Alors, portez-vous bien d'ici au prochain épisode, God Save the Queen, et à très vite pour de nouvelles tranches vitaminées.